Wall Street, printemps 2000. Le monde des affaires est en ébullition. Deux géants de la finance, les banques JP Morgan et Chase, se rapprochent. En perspective, une fusion qui pèse 30 milliards de dollars, une fusion que rien ne doit gêner. Au même moment, à Washington, une commission présidentielle enquête sur les rapports entre les banques américaines et l'Allemagne nazie. La commission plonge dans des archives jusqu'alors inaccessibles. 60 ans après la Seconde Guerre mondiale, des secrets inavouables ressurgissent, les milieux bancaires s'inquiètent, l'Amérique interroge son passé et découvre les preuves qu'elle a vendues son âme au diable. Ce sont ces preuves que révèle notre enquête. En ce printemps 2000, cela fait 2 ans que la commission présidentielle enquête sur l'argent et l'Holocauste. À sa tête, le sous-secrétaire d'État au Trésor, Stuart Eisenstadt. C'est lui qui a nommé son directeur des recherches, Mark Mazurowski. La tâche de la commission est lourde, établir les responsabilités des banques américaines pendant la guerre et trouver un accord pour dédommager les familles de déportés dont l'argent est resté bloqué dans les coffres depuis la fin de la guerre. De l'étude des archives surgira la justice, c'est du moins ce qui est prévu. Et puis survient un événement troublant. Un jour, 12 boîtes sont arrivées au bureau exécutif de la commission et je me suis renseigné sur l'origine de ces boîtes et elles provenaient d'un cabinet d'avocats à New York qui représentait justement la Chase Bank dans le cadre de la fusion avec Morgan. Les boîtes étaient vraiment très bien protégées, ce qui était quand même assez bizarre puisque si la commission devait faire le jour, enfin, devait éclaircir la situation, c'était vraiment un comportement assez inattendu. C'est-à-dire bien protégé. C'est-à-dire qu'elles étaient dans une salle particulière et puis personne n'avait droit d'accès. Et il fallait demander la permission. Alors moi, j'ai demandé, en fin de compte, à la personne qui gardait les boîtes. Je lui ai dit, écoute, je vais jeter un coup d'œil quand même parce que, en ma qualité de directeur de recherche, il faut que je sache et que moi, de toute façon, je connais l'affaire assez bien, enfin, je connais le dossier. On m'a permis de regarder une boîte. Et j'ai dit, parfait. Alors, j'ai regardé la boîte très rapidement et je me suis rendu compte que c'est des documents très incriminants sur la façon dont la Chase a profité des aryanisation en Allemagne. Il y avait également des documents sur justement le trafic des Rückwandermark, c'est-à-dire c'est le produit de la liquidation des biens juifs en Allemagne et le recyclage de ce produit sur le marché américain en échange de devises étrangères. Nous savons que la Chase Manhattan, JP Morgan et quelques-unes des banques les plus importantes de New York avaient en dépôt des biens juifs qu'elles n'ont jamais restitués à leurs propriétaires. M. Eisenstadt avait insisté auprès de la commission qu'elle traite en profondeur des agissements des banques américaines en territoire occupé et dans le Reich. Alors que la fusion entre les banques JP Morgan et Chase est imminente, les deux hommes sentent que quelque chose ne va pas au sein de la commission. Alors que les deux banques préparaient leur fusion, nous avions là le moment idéal pour entrer dans leurs archives et mener le type de recherche que nous avions demandé à d'autres pays de faire. Mais cela n'a pas été fait. Tout simplement pas. Pourtant, un homme aura accès à la plupart de ces documents. Norman Gouda est historien, il ne faisait pas partie de la commission d'enquête. Des documents accablants pour la Chase, il en a vu des centaines. Il existe des documents qui montrent très clairement que la Chase avait compris que le gouvernement allemand achetait des dollars avec des marques confisquées aux Juifs. La raison pour laquelle la Chase s'est lancée dans cette affaire, c'est qu'il y avait environ 550 000 Juifs qui vivaient en Allemagne. On pensait bien qu'ils allaient tous partir et laisser leurs biens derrière eux. Après la nuit de cristal, la Chase fut réellement excitée car les Juifs se sont mis à fuir en plus grand nombre et dans l'urgence. Alors le problème n'est pas seulement que la Chase a fait tel ou tel bénéfice, mais la raison pour laquelle ils se sont lancés dans cette affaire, c'est qu'ils pensaient qu'elle allait être très rentable pendant tout un temps. La combine était toute simple, convertir en dollars l'argent volé aux Juifs. La Chase accepte ce marché, ce sera l'opération Rückwandermark. Une affaire juteuse puisque sur chaque opération de change, la banque encaissera une commission 15 fois supérieure à la normale.
Tout au long de cette activité qui s'est développée de 1936 à 1941, les Allemands ont fait un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars sur le marché des changes aux États-Unis. La commission que la Chase a ramassée s'est élevée à un peu plus d'1 demi-million de dollars. Sur ce passé trouble, la Chase n'a visiblement pas envie de parler. J'ai transmis le message à nos services pour voir si ça nous intéressait de vous rencontrer, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse. Lorsqu'on est tellement habitué à parler de la Shoah, enfin simplement dans le cadre, éventuellement, évidemment, des massacres, des atrocités qui ont été commises, et de ne pas regarder justement le flou, tout l'aspect ambigu de la Shoah, c'est-à-dire l'opportunisme qui a accompagné la Shoah, qui a travaillé de pair avec la Shoah, c'est-à-dire tous les gens qui ont profité du massacre des autres. Ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment pas très confortable. Après des semaines de négociations au téléphone, la Chase nous renvoie finalement vers son avocat vedette, Owen Pell. C'est lui qui a apporté les 12 boîtes aux administrateurs de la commission Eisenstadt. Ces 12 boîtes racontent toute l'histoire. Ces 12 boîtes étaient les archives que nous avons pu trouver au cours de notre enquête. Manifestement, Maître Pell n'a pas pour mission d'en dire plus. Il brouille les pistes, il joue avec nos questions pour présenter sa ligne de défense. Et lorsqu'on aborde le problème des Ruck-Wanderer Marx, le ton change. Je ne vais pas faire de commentaires devant la caméra sur l'opération Ruck-Wanderer. Ne nous lançons pas là-dedans. Vous ne commentez pas? Pourquoi? Du point de vue de la banque, c'est de l'histoire ancienne. Norman Gouda, un rabâche de l'histoire ancienne. Chase a fait ce que font les banques. Le but est de faire du profit. Et le fait que la source de leur profit était la souffrance des gens, cela ne les inquiétait pas plus que ça. La banque n'a tout simplement aucun intérêt à réagir à ce sujet. Ils estiment qu'ils n'ont rien à y gagner. Ils ne pensent pas que Gouda apporte des nouveautés. Peut-être que ça intéresse les historiens, mais du point de vue de la banque, ce n'est pas nouveau et cela ne mérite pas de commentaires. Si une entreprise américaine participe à cela, alors ils sont complices d'un crime. Ils sont complices d'un vol. Cela ne fait aucun doute. Malaise quand nous nous obstinons. Les Ruck-Wanderers, c'est un point très délicat. Oui, les Ruck-Wanderer. Vous pouvez poser votre caméra si vous ne filmez plus. 60 ans après la guerre, il est encore impossible pour un représentant de la Chase d'avouer ouvertement ce qu'il admet hors caméra. Oui, la banque s'est bien enrichie avec l'argent des victimes de l'Holocauste. Oui, elle a signé en toute connaissance de cause un pacte avec le diable. De mon point de vue, la commission ne s'est pas suffisamment occupée de ce problème. Il doit y avoir un lien entre ce refus d'analyser le contenu de ces boîtes et de permettre la fusion. Donc ce que vous nous dites, ces 12 boîtes, c'était de la dynamite? C'est de la dynamite. Et jusqu'à présent, personne ne sait véritablement ce qu'elles contiennent, enfin, le tout. Pourquoi? Parce que moi, je regardais qu'une seule boîte. J'avais le temps simplement de faire ça, mais en fin de compte, personne n'a regardé ces boîtes. Elles sont restées là pendant 3 semaines, elles sont reparties à New York. Mais vous avez signalé l'existence de ces boîtes? Oui, je les ai signalées, mais on m'a regardé comme si j'étais fou. Vous en avez parlé à M. Eisenstadt? Non, j'en ai jamais parlé avec lui parce que je n'avais pas le droit d'accès aux administrateurs de la commission. Attendez, vous êtes le directeur des enquêtes de la commission et vous n'avez pas accès au directeur de la commission? Les 3 directeurs de recherche qui étaient mis en place au sein de la commission n'avaient pas le droit de s'adresser aux administrateurs de la commission, c'est-à-dire au conseil d'administration, sans l'accord préalable de nos dirigeants administratifs. Nous avons questionné Stuart Eisenstadt sur ces 12 boîtes inaccessibles. Apparemment, sa surprise est totale. Tout d'abord, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne peux vous donner aucune explication car je ne suis pas au courant. En tout cas, ça souligne le fait que j'ai évoqué plusieurs fois que nous n'avons pas procédé à l'examen nécessaire des dossiers des grandes banques et des États dans lesquels elles agissaient. En cet hiver 2000, Eisenstadt aurait bien voulu continuer le travail de la commission. Mais le président Clinton exige qu'un accord soit trouvé avant la fin de son mandat présidentiel. En décembre, un accord est finalement signé. Il prévoit pour solde de tout compte de restituer 22,5 millions de dollars aux familles des victimes du nazisme. 22,5 millions de dollars,
Une somme dérisoire si on la compare aux estimations établies par le ministère des Finances américain à la fin de la guerre. Ces rapports d'enquête dévoilent justement, dans le cas de la Morgan par exemple, qu'elle avait enregistré des bénéfices de 100-150 millions de francs de l'époque, ce qui fait, on parle en fin de compte de 45-50 millions peut-être de dollars. De l'époque. De l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui? Multiplié par 8. 400 millions de dollars. Pour la Chase, le chiffre est plus bas, mais on parle au moins de 20 ou 25 millions de dollars de l'époque, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle en fin de compte de 160-180 millions de dollars. Et lorsque M. Eisenstadt et le Congrès juif mondial ont essayé quand même de régler cette question des avoirs juifs, le fait que le règlement global de 22,5 millions ait été accepté est vraiment un outrage. C'est carrément une insulte. Ça n'a rien à voir avec la réalité historique. Ils auraient dû carrément exiger au moins une centaine de millions de dollars pour justement compenser les victimes. Toujours est-il qu'à la rubrique des mariages, le 13 septembre 2000, la Chase et JP Morgan annoncent leur fusion pour la somme de 33 milliards de dollars. Rien ni personne n'est venu troubler cette union. Un chapitre est clos. Les liens entre les banques américaines et les nazis auront été à peine effleurés.